En cette fin d'année, je vous propose une incursion du côté des écoles privées hors contrat. On en parle rarement, il faut dire qu'elles scolarisent très peu d'élèves et elles sont aussi un territoire extrêmement hétérogène. Alors pour mieux les faire connaître, l'association Créer son école a lancé un podcast. 4 épisodes sont déjà en ligne et pour en parler, la réalisatrice, productrice de ce podcast, Stéphanie Desclèves. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Avant de parler du podcast, un petit panorama. J'ai dit en introduction qu'elles scolarisent très peu d'élèves, ce qui reste vrai, mais elles sont aussi en très forte croissance, ces écoles hors contrat. Tout à fait. Les écoles hors contrat se développent énormément puisqu'elles permettent notamment de travailler sur l'innovation pédagogique et également de monter des écoles à taille humaine. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus attractif et de plus en plus de personnes veulent se lancer dans cette aventure. J'ai aussi dit qu'elles étaient extrêmement hétérogènes. Si je caricature un tout petit peu, et le podcast en témoigne d'ailleurs, en fait ce sont souvent des écoles qui proposent une forme un peu radicale de quelque chose qui existe ailleurs. C'est-à-dire que dans les écoles catho, il y a le privé sous contrat, donc pas spécialement besoin de créer des écoles, mais alors quand on va rencontrer dans leur contrat, elles sont très catholiques, on va dire, ou un peu traditionnalistes. Pour ce qui est des pédagogies innovantes, on fait du Freinet, du Montessori, du ce qu'on veut à l'école publique, mais on en fait un petit peu. Quand on va dans le privé hors contrat, c'est parce qu'on veut ne faire que ça. Est-ce que c'est un résumé à peu près honnête et fidèle de ce qu'on rencontre dans ce paysage? C'est possible, c'est vrai qu'il y en a qui vont aller beaucoup plus loin, par exemple dans la pédagogie Montessori, qui vont faire que du Montessori quand elles s'appellent les écoles Montessori. Mais il est vrai que certaines écoles vont vraiment être vues comme des laboratoires en fait, d'innovation pédagogique. Et par exemple, dans le podcast Créer son école, on a des écoles qui ne vont pas faire que du Montessori, que du Freinet, mais qui vont un peu mixer cet ensemble de pédagogies différentes. Oui, vous en citez une qui s'est ouverte à Montreuil, c'est ça? Tout à fait. Ouais, où effectivement, quand on regarde leur site, j'ai oublié le nom d'ailleurs. L'espace l'art à palabre. Voilà, l'art à palabre, l'art comme les artistes, et la palabre comme les palabres. Des écoles aujourd'hui donc qui se créent en grande campagne. Il y a une croissance assez importante, et notamment au milieu rural. Tout à fait. En milieu rural, c'est vrai que les écoles indépendantes se développent beaucoup et d'ailleurs, on interviewe l'une de ses fondatrices en Corrèze, on y reviendra. C'est des endroits où malheureusement l'école publique souffre et souvent il y a des classes qui doivent se fermer. Donc c'est vrai qu'il y en a qui prennent ce sujet à bras-le-corps et qui décident de créer leur école indépendante et en même temps qui profitent aussi de cette école dans la nature et de cet environnement naturel pour proposer des pédagogies différentes autour de l'exploration de la nature. Voilà, on parle notamment des Forest School dont on avait parlé un petit peu cette année, l'école dans la forêt qui est née, je crois, dans les pays scandinaves. Sur le coût de ces écoles, en tout cas celles qui sont présentes pour le moment dans le podcast, alors vous n'en parlez pas, mais moi je suis allé regarder sur le site internet, c'est pas considérablement plus cher que dans le sous-contrat en fait. Ça va coûter entre 2 000 et 3 000 euros par an, ce qui est une vraie somme, il faut pouvoir la mobiliser, mais on n'est pas sur les 8 000, 10 000, 12 000 qu'on rencontre dans l'enseignement supérieur. Non, c'est vrai. Et après, c'est vrai que les frais de scolarité dépendent aussi de la région dans laquelle on se trouve. Les frais de scolarité d'une école dans Paris vont être bien plus élevés qu'une école dans ces régions rurales, mais en effet, on est sur des prix qui restent de plus en plus attractifs pour les parents qui ont envie d'investir dans une éducation différente pour leurs enfants. Une précision importante, quand on parle du hors-contrat, il faudrait aussi définir ce qu'est le sous-contrat. Dans le sous-contrat, et c'est pour ça que ça coûte moins cher que le hors-contrat, l'État prend en charge énormément de choses. Tout à fait. Et le hors-contrat, c'est vraiment une école indépendante de tout ce qui se passe avec l'éducation nationale. Alors évidemment, elles sont contrôlées par l'éducation nationale, mais souvent, moi je le compare, mes parents ont eux-mêmes monté une école Montessori. On compare souvent la création d'une école à une création d'une entreprise. Au final, une école privée hors contrat, c'est comme une création d'une petite entreprise. Bon, justement, pourquoi ils avaient créé cette école? Alors, mes parents ont créé cette école Montessori dans les Yvelines, il y a plus de 30 ans, à l'arrivée de mon frère aîné. Ils ont d'ailleurs créé la première école Montessori qui va de la maternelle jusqu'au lycée en France. Et ils avaient envie d'offrir une éducation nouvelle à leurs enfants. Alors, mes parents travaillaient dans le monde de l'immobilier, donc rien à voir avec l'éducation. Mais voilà, ils se sont laissés emporter par cette aventure. Et au début, c'était une maternelle. Et évidemment, après, l'école a grandi avec mes frères et sœurs et moi. Et c'est devenu une maternelle, un collège, un lycée. Et vous y avez fait toute votre scolarité. Donc je ne peux même pas vous demander la différence entre une Montessori et une école traditionnelle. Non, vous connaissez pas. C'est vrai que moi je connais que Montessori, mais après j'ai été dans le supérieur, donc j'ai vu une éducation un peu plus classique après. Vous étiez où dans le supérieur? J'ai été à l'université puis en école de commerce. D'accord. Qu'est-ce que vous avez découvert alors avec des pédagogies plus classiques, de très différentes de Montessori, encore que d'une certaine façon l'université, comme on est assez autonome, on fait un travail de recherche, Montessori prépare plutôt bien ça.
ça. Tout à fait. Après, ce qui change, c'est évidemment les effectifs. C'est que souvent, ces écoles indépendantes, l'avantage, c'est qu'elles proposent des effectifs assez réduits dans les classes, puisqu'on veut proposer une éducation qui soit un peu plus individualisée. C'est vrai que moi, en arrivant à l'université, je me suis retrouvée dans des amphithéâtres avec plusieurs centaines d'étudiants. Les enseignants ne nous connaissent pas personnellement. Moi, c'est ce qui changeait beaucoup, c'est vrai, avec l'éducation dans l'école Montessori, où évidemment, on avait un rapport de proximité assez fort avec les enseignants. Des enseignants qui acceptent souvent des salaires assez modestes dans les écoles hors contrat, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, parce qu'on se dit école hors contrat, argent, grand capital. En fait, c'est assez frugal, c'est une économie modeste. Tout à fait, puisque c'est vrai que c'est souvent difficile pour les fondateurs d'écoles de trouver des modèles rentables pour tenir dans le temps avec leur école. Et c'est vrai que le coût des salaires est un coût non négligeable. Donc il est vrai que souvent, les salaires ne sont pas nécessairement exorbitants parce que c'est du privé. C'était pour tordre le cou à certaines idées reçues. 172 écoles hors contrat ont ouvert pour l'année scolaire 2022-2023, c'est-à-dire l'année qui vient de se terminer. Elles venaient en plus des 1700 écoles indépendantes déjà en activité. Et depuis une dizaine d'années, cette hausse, donc environ 10%, elle est assez constante. Et on saura en septembre prochain combien ouvre en 2023. 4 épisodes du podcast Créer son école sont déjà en ligne. Ils sont signés Stéphanie Descleb, qui est notre invitée ici dans La Quotidienne. Ils ont été commandés par l'association Créer son école. On va parler de 2 épisodes notamment qui sont très contrastés. Juste avant, on vous donne le principe du podcast. Bonjour, je suis Stéphanie Descleb, la fondatrice des Adultes de demain, et je vous propose de découvrir sans attendre le tout nouveau podcast que l'association Créer son école m'a demandé de produire. Il s'appelle justement Créer son école, c'est mon histoire. Il raconte l'aventure d'hommes et de femmes de caractère qui ont osé fonder leur propre école, de la maternelle au supérieur. Pour cela, ils ont surmonté plein d'obstacles. Vous verrez comment cet acte de créer leur école s'inscrit dans leur itinéraire de vie et dans une recherche de sens qui peut peut-être vous inspirer. Avec vous, nous voulons comprendre comment de plus en plus de personnes en viennent à fonder une école indépendante en dehors de tout soutien public, alors qu'en France, l'école publique est gratuite. Créer son école, c'est un sport complet, un parcours entrepreneurial et une aventure intégrale qui engage tout l'humain. Et c'est dans ces aventures humaines que je veux vous emmener au service des enfants. Bonne écoute! 4 épisodes donc de ce podcast. Stéphanie, le premier nous conduit au Blanc-Ménil, on est dans le Nord, et là on ressuscite l'école à l'ancienne. Tout à fait. C'est Françoise Candelier qui a monté cette école il y a plus de 14 ans, il me semble, et qui a envie d'enraciner à nouveau les enfants dans le patrimoine et l'histoire à laquelle ils appartiennent. L'école de Jules Ferry, avec ses dictées quotidiennes, ses exercices de grammaire et ses leçons à apprendre par cœur, a trouvé refuge dans les écoles indépendantes. Voilà. Dit le dossier de presse de l'association, pour le coup, Créer son école. Et ça en est vraiment une grande illustration, avec une enseignante qui vient du public. Tout à fait. Elle a enseigné pendant plus de 30 ans dans le public et avait remarqué dans son école que le niveau baissait et qu'elle ne pouvait pas mettre en place de nouvelles pratiques éducatives pour faire remonter le niveau. Donc a décidé de monter sa propre école, qui est aujourd'hui en effet dans le nord de la France. Elle dit qu'elles se sont opprimées dans le public. Oui, il me semble que c'était une fin de carrière difficile pour elle dans le public et c'est pour ça qu'elle a eu envie vraiment de se lancer dans cette aventure grâce notamment au soutien de l'association Créer son école qui lui a vraiment donné l'impulsion pour monter cette école elle-même. Avec des regrets, elle le dit à un moment donné, hein, dommage que l'école doive devenir une entreprise. En fait, elle ne fait pas ça pour faire fortune ou pour être une grande capitaliste. Ça l'embête plutôt d'ailleurs le côté entrepreneurial au fond. Oui, tout à fait. En fait, elle a vraiment envie de mettre en pratique les méthodes dans lesquelles elle croit pour instruire les enfants. Elle fait vraiment la différence entre l'école qui instruit les enfants et les parents qui éduquent. Et ainsi, elle a pu le faire parce qu'elle montait son école indépendante. Différence et en même temps, grande ouverture aux parents. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'elle a pour but de laisser les parents entrer dans l'école. On sait que c'est souvent difficile dans le public de laisser tous les parents rentrer dans les écoles, découvrir les classes. Et Françoise Candelier a vraiment eu envie que ce soit une école où les parents puissent librement circuler et également échanger avec les enseignants. Avec une préoccupation que vous avez déjà mentionnée dans la première partie de l'émission, qui est d'être à taille humaine, de s'adapter aux enfants. Tout à fait. Alors elle le pratique en faisant des classes différenciées, des classes de niveau, etc., qui sont des réponses possibles aux difficultés d'apprentissage. Mais ça, on le retrouve dans plein d'écoles hors contrat. Oui.
Oui, tout à fait. C'est vrai que dans les écoles hors contrat, on essaye de plus en plus d'intégrer des enfants au parcours et aux vies et aux difficultés différentes. Françoise Candelier, il me semble qu'elle a un effectif entre 20 et 30% d'enfants porteurs d'handicap. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les écoles indépendantes. Elle donne le chiffre, effectivement, j'ai ça en mémoire, environ un tiers. On change complètement de région, on descend au sud, on ne va pas tout à fait jusqu'en bas, on s'arrête en Corrèze. Et là, vous avez rencontré Sandra. Alors, c'est comme vos parents faisaient de l'immobilier, ils ont créé une école Montessori. Elle, au départ, elle est esthéticienne. Tout à fait. Elle est esthéticienne et c'est vraiment son fils qui a été le révélateur. En fait, elle s'est rendue compte que son fils avait un haut potentiel intellectuel et que malheureusement, il avait des difficultés dans le système public. Donc, elle a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps et de lancer sa petite école indépendante rurale en Corrèze, d'abord pour répondre aux besoins de son fils, mais également pour accompagner tous les enfants de son village. Alors elle ne va pas du tout du côté des pédagogies traditionnelles. Elle biberonne du Gegen, du Filiosa, ce qu'on appelle l'éducation positive. Tout à fait. Elle est très imprégnée par la psychologie positive de Isabelle Filiosa. Et c'est pour ça qu'elle aussi se dit être un laboratoire d'innovation pédagogique, puisqu'elle n'a pas choisi une seule pédagogie en particulier, mais a vraiment gardé cette philosophie bienveillante de Filiosa et Gegen, mais tout en distillant d'autres parties, d'autres pédagogies alternatives, comme du Montessori, et évidemment beaucoup autour de la nature, puisqu'elle se situe au cœur d'un village rural. On va donner les chiffres. 67% des créations d'écoles hors contrat aujourd'hui ont lieu en grande ruralité, dans des villages éloignés des villes et privés de, alors je mets les guillemets, ils ne sont pas de moi, mais de bonnes écoles à proximité. C'est là encore Créer son école, l'association qui vous a demandé de réaliser ce podcast, qui le dit. Et elles sont le fait de néo-ruraux, rejoints par des ruraux d'ailleurs, et s'explique par un souci de bénéficier d'une qualité de vie que n'offre pas la ville. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous observez aussi. Oui, c'est tout à fait ce qu'on observe. De toute façon, on a vu l'effet Covid où beaucoup de personnes ont décidé de quitter les grandes villes pour offrir une qualité de vie différente à leurs enfants. Et c'est vrai qu'il faut l'offre d'école à côté pour répondre à cette transformation de notre territoire. Des enseignants qui se sentent engoncés à l'éducation nationale, des parents qui ne trouvent pas école à leur goût. Le profil des créatrices et des créateurs d'écoles privées hors contrat est aussi varié que celui de ces écoles. On continue à en parler avec Stéphanie Descleb. Ce qui est assez frappant, c'est de voir dans les récits pour le moment que vous diffusez, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup d'écoles qui se montent, c'est le soutien des élus. Tout à fait. C'est vrai que... Et droite-gauche, ce n'est pas un problème de camp politique. Que souvent, ces créateurs d'écoles trouvent de bonnes étoiles parmi les maires de leur commune, et c'est le cas notamment de Sandra, qui a pu obtenir des locaux très facilement pour monter son école. Donc c'est dans l'épisode numéro 2. Et c'est vrai que avec une petite blague quand même sur la localisation des locaux en question. Quelle est la blague? Que c'est juste au-dessus de l'école publique. Oui, c'est vrai, c'est l'étage du dessus. Blague, c'est pas... Oui, voilà. Ah, oui. Ça crée des petites tensions. Ah, ça, j'imagine que ça doit créer des tensions au quotidien. Mais en effet, grâce à l'aide du maire, elle a pu obtenir ces locaux, ce qui est souvent l'un des gros sujets quand on crée une école indépendante, c'est comment trouver des locaux. L'administration de l'éducation nationale, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'encourage pas ces pratiques. Ça, c'est un point commun qu'on retrouve chez tous les... C'est vrai que témoins que vous interrogez. Souvent, ils trouvent la lourdeur administrative assez importante. Et heureusement qu'il y a l'association, par exemple, Créer son école, qui soutient justement dans la compréhension de cette lourdeur administrative, qui est souvent difficile à comprendre pour ces créateurs d'écoles qui doivent non seulement trouver des locaux, trouver des enseignants, trouver des élèves, mais aussi comprendre ce qui se passe d'un point de vue administratif avec l'éducation nationale. Donc en effet, c'est souvent un long parcours pour eux. Dans les tendances, donc le mix des pédagogies, de la pédagogie, beaucoup de plein air, il y a aussi le bilinguisme, non? Tout à fait. Avec un petit côté aussi course à l'échalote, quoi. Bien dans sûr. le hors contrat de je veux que mon enfant... Vous anticipez parfaitement mon prochain épisode qui sort le 12 juillet et qui est une école bilingue à Paris qui s'appelle la Union School et qui justement accentue beaucoup son programme sur l'apprentissage des langues avec la matinée en français et toutes les matinées en anglais. Et c'est une tendance assez forte. Dans les sujets qui fâchent un peu dans le débat, il y a les écoles confessionnelles, mais vous n'en avez pas encore interrogé, vous le ferez peut-être, puisque ce sont celles qui se retrouvent régulièrement dans les journaux pour, je cite, utilisation de manuels scolaires obsolètes et souvent mélange entre foi et histoire. Vous disiez que le contrôle de l'éducation existe sur ces écoles, c'est quand même un contrôle assez lâche. Ah non, c'est un contrôle... Sur le contenu de l'enseignement. Le contrôle est justement
justement assez important et il s'intensifie avec le temps. Et d'ailleurs, ces écoles-là, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais c'est marginal en nombre de chiffres d'écoles en France. Et malheureusement, c'est souvent celles qui se retrouvent sous le spotlight. Mais en fait, c'est une part vraiment minime des écoles qui se créent dans cet environnement des écoles indépendantes. Stéphanie, vos parents, ils ont toujours leur école? Tout à fait. Bon, et alors, vous n'êtes pas tenté par le fait de prendre la suite? Ça pose beaucoup de questions, mais on est 5 frères et sœurs et j'ai déjà 2 frères et sœurs qui créent des écoles Montessori, donc ça fait déjà quand même beaucoup dans l'éducation, mais ce qui est sympa, c'est que... Et pourquoi pas vous alors? Bon, déjà, j'essaie de faire le pater familias. Voilà, c'est ma mère qui va être contente. Non, mais ce qui est sympa, c'est que de nombreux anciens élèves de leur école mettent maintenant leurs propres enfants dans cette école, donc c'est vrai que c'est une belle histoire de voir que cette école continue avec le temps et que maintenant il y a les générations futures qui profitent de ce beau projet. Ça peut vouloir dire que ça fonctionne pas mal. Vous êtes productrice de podcasts? Oui. Quand vous ne faites pas des podcasts sur création d'école, vos thématiques? Alors, c'est l'éducation et la parentalité. Oui, ça, hein. Voilà, moi j'ai un autre podcast qui s'appelle Les Adultes de Demain, qui a maintenant plus d'1,5 million d'écoutes, qui est un podcast important sur les sujets d'éducation et de parentalité. Ça fait plus de 3 ans qu'il existe et on essaye de partager toute l'actualité éducative, mais aussi d'inspirer les parents et les enseignants dans leurs nouvelles pratiques éducatives. Dernier épisode mis en ligne? Le dernier épisode mis en ligne parle que vous avez en tête, du rôle des grands-parents. Le rôle des grands-parents. Voilà. Passionnant. Passionnant, le lien intergénérationnel essentiel. Et ouais, absolument. Stéphanie, merci beaucoup. Vous restez avec nous?